Et tout de suite, place à l'invité d'André Berkoff, le philosophe Michel Onfray, qu'on ne présente plus. On peut quand même préciser son nouveau projet, Front Populaire. Ce serait une nouvelle revue prévue pour les jours d'après. Fin de citation. Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors on se prend pour Léon Blum maintenant? Non, pas du tout. Enfin, je dis très précisément, enfin, vous verrez tout ça, mais que bien sûr, il y a un clin d'œil. Il y a un clin d'œil au Front Populaire qui est une avancée sociale, qui est l'occasion d'une avancée sociale extraordinaire, sans tribunal révolutionnaire, sans guillotine, sans violence, sans que le sang ne coule. Donc ça, c'est très intéressant comme référence. Ensuite, c'est pour faire face à un front populicide. Et populicide est un mot que j'emprunte à Gracchus Babeuf. Il y a des gens qui, effectivement, veulent la fin des peuples, la disparition des peuples, méprisent les peuples, méprisent les votes des peuples. Et donc, ce front populicide de Macron, eh bien, il existe. Et nous avons en face un front populaire. Donc, c'est plus une référence, et bien sûr, vous avez raison, un clin d'œil à l'histoire, mais une référence à la stratégie ou à la tactique, c'est front contre front. Alors l'idée c'est quoi? Ce serait et juste on va en parler pour les auditeurs, ça les intéresse bien sûr et tout le monde. C'est un journal, c'est un site, c'est quoi exactement? Ça se présente sous quelle forme? Alors c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, hélas on n'a pas d'autre mot, mais un MOOC, c'est-à-dire un mélange de revues et de livres. Et donc ça a la forme d'une revue, mais la forme, je veux dire le format plutôt, et puis l'épaisseur d'un livre. Ce sont des choses qu'on garde plutôt dans les bibliothèques. Et donc, il y a ça, mais il y a aussi une plateforme, j'aimerais que ce soit une espèce de parlement des idées, un parlement perpétuel, où on a envie d'être positif. On a envie que les gens puissent nous dire, moi je suis paysan, chauffeur de taxi, femme de ménage, infirmière, médecin, soignant, et j'ai des idées, parce que concrètement, voilà ce qu'on voit sur le terrain et voilà ce qu'on peut proposer. Donc on voudrait formuler quelque chose qui soit l'occasion de réunir les souverainistes des deux bords, parce qu'effectivement, le souverainisme, c'est simplement l'art de dire j'ai envie de pouvoir continuer à faire de la politique. On voit bien que la France a perdu sa souveraineté et qu'elle est incapable de produire des masques, par exemple. Ça veut dire que l'Europe, c'est pas grand-chose. Et on a perdu notre souveraineté et on n'a rien gagné. C'est pas l'Europe non plus qui nous a fourni des masques. Donc on voit bien que la crise fait la démonstration que cette Europe de Maastricht... elle a fait son temps et qu'il faut... Sans parler des délocalisations, etc. Les délocalisations, la Chine en armoire pharmaceutique. Mais juste, quelle sera Michel Onfray, quelle sera la fréquence, enfin la régularité trimestrielle? Ce sera trimestriel. Trimestriel, oui. D'accord. Et puis on réunit en fait les souverainistes des deux bords, donc de droite et de gauche. Et on ne soutient aucune politique et aucun homme politique, surtout pas Mélenchon et surtout pas Marine Le Pen. D'accord. Oui, c'est ça. Et donc, sur le site, sur Internet, il y aura le Parlement permanent, le Parlement constant, la délibération, c'est ça? C'est ça. Si à 3 heures du matin, on a envie de dire, pour fabriquer des circuits courts, on s'y prend comme ça, pour fabriquer une coopérative, pour mutualiser, on peut faire ceci, on peut faire cela, dans les écoles, on pourrait faire ceci. Il faut que les idées, ce sont les états généraux perpétuels, si vous voulez, que les idées puissent remonter à la surface et que, plutôt que de se laisser imposer des programmes par des publicitaires, la plupart du temps uniquement par des publicitaires d'ailleurs, eh bien il faut que le peuple reprenne en main son destin. Il a des choses à nous dire et on voit bien qu'il est plein de bon sens, alors que le gouvernement part dans tous les sens et ne sait plus quoi faire, ne sait plus quoi dire. Alors justement, Michel Onfray, on va en parler, surtout suite à effectivement la déclaration, enfin le discours, le sermon sur la montagne du Palais Bourbon hier, mais on va en parler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite Michel Onfray et à tout de suite auditeurs de Sud Radio. Et nous continuons notre face à face avec Michel Onfray, philosophe, essayiste, polémiste, qui est en train de créer donc ce MOOC, le Front Populaire. Michel Onfray, effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation très, très, très spéciale. On peut critiquer, on peut s'opposer, et on doit le faire. Nous sommes en guerre, disait le président de la République, nous sommes en guerre. Et en même temps, effectivement, ce virus, on voit très bien dans les deux pays, il y a des géométries variables. Ce virus, d'abord, est partiellement inconnu, échappe à toute définition, en tout cas à tout vaccin ou solution pour le moment. Mais qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la réponse du gouvernement jusqu'à présent par rapport à... Ça fait quand même 3 mois maintenant qu'on le sait, même 3 mois et demi. Vous avez pensé quoi de des réactions successives des princes qui nous gouvernent? Tout le monde aura pu le constater, c'est tout et n'importe quoi. C'est pas en même temps, c'est successivement. C'est-à-dire,
on ferme les frontières, puis on les ferme pas, ou l'inverse du moins, on ferme les écoles et puis on ouvre les écoles, puis etc., etc. Enfin, ça a été comme ça, on porte des masques, on porte pas de masques, ça se transmet de cette manière-là, mais ça se transmet pas de cette manière-là. On fête le 8 mai, mais on fête pas le 8 mai. Enfin, c'est en même temps chez Emmanuel Macron, c'est très spécifiquement ça. On dit une chose et son contraire, puis après débrouillez-vous. Donc, moi, je me suis trouvé sur un plateau de télévision le 28 janvier. Je ne suis pas épidémiologue. Janvier, oui. Janvier. Je ne suis pas épidémiologue et il y avait un médecin qui était sur le plateau qui lui disait c'est une grippette, faut arrêter ce délire, cette hystérie, etc. J'ai dit écoutez, moi je fais fonctionner mon bon sens, juste mon bon sens. Si la Chine, pays dictatorial, que chacun sait, met sous cloche une ville de 15 millions d'habitants, c'est qu'il y a péril en la demeure. Le régime chinois n'est pas à 10 000 morts près. Ça ne gêne pas du tout le régime chinois qui est 10 000 morts. 10 000 morts parce qu'on ne le saura pas, si c'est pas dit, on ne le saura pas, l'affaire est réglée. Donc je dis, moi simplement, faisant fonctionner mon bon sens, je dis, il se passe quelque chose là, vous devriez faire attention, ça me paraît plus grave que ce qu'on veut bien dire. On nous bassine avec le principe de précaution qui nous interdit d'amener des gâteaux dans les écoles pour fêter un anniversaire d'enfant, parce que c'est une catastrophe si on n'a pas la traçabilité, etc., etc. Et puis là, pas de principe de précaution. Quelques temps plus tard, on découvre effectivement que c'est problématique. Que fait le gouvernement français? Il affrète des avions pour aller chercher les ressortissants français, les expatriés, pour leur dire revenez en France. Que fait-on des pilotes qui ont ramené ces gens-là? On leur dit partez en permission. Que fait-on de ces individus-là? On les met dans des endroits dont le maire découvre d'ailleurs qu'ils sont devenus des lieux de confinement. Le maire dit ah ben voilà, moi on m'a abordé des gens qui sont venus de Chine, on ne sait pas du tout ce que c'est, mais etc. Et on nous dit le virus ne connaît pas les frontières. Bon d'accord, il ne connaît pas les frontières. Ça c'est la grande idéologie maastrichtienne. Donc on ferme pas les frontières. On laisse les avions arriver. Il arrivait une vingtaine d'avions chinois tous les jours pendant des jours et des jours et des jours. Donc on a fait tout ce qu'il fallait pour contaminer les Français. Et puis après, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire désormais? Alors évidemment, la stratégie, ça aurait été effectivement de confiner. La preuve, le virus ignore les frontières, mais on va avoir des départements rouges et des départements verts, des régions rouges et des régions vertes. Et là, d'un seul coup, on découvre qu'il y a des frontières et que le virus, effectivement, peut le contenir avec des frontières. Donc effectivement, tout a été dit et le contraire de tout, alors que il suffit juste. Le président de la République nous dit qu'il est un homme de lettres. La revue de chez Gallimard, la NRF, lui ouvre ses colonnes parce qu'il dit ses goûts littéraires. Il se fait photographier avec 3 volumes de la Pléiade, de Gide, Stendhal et le général de Gaulle pour nous dire qu'il est un homme de lettres. A-t-il seulement lu La Peste de Camus? Il suffisait juste d'être armé de La Peste de Camus pour savoir comment fonctionne une épidémie. Alors on dit, les scientifiques, j'ai entendu Édouard Philippe dire hier, les scientifiques ont dit tout et le contraire de tout, ils se sont trompés, donc nous on a simplement dit ce que disaient les scientifiques, donc ne nous reprochez pas de nous être trompés, nous on ne s'est pas trompés, ce sont les autres. Mais la peste chez Camus, mais on peut être un peu plus lettré encore, et puis même renvoyer à Daniel Defoe, l'auteur du Robinson Crusoe, qui a écrit... Et même au hussard sur le toit de Giono. Bien sûr, absolument, vous avez raison. Et on voit comment fonctionne une épidémie. C'est du vivant. Un virus, c'est du vivant. Donc le virus, il naît, il croît, il décroît, et puis il meurt après s'être reproduit. C'est ce que nous faisons tous. On copule, on fait des enfants, on meurt. En gros, toute vie du vivant, c'est essentiellement ça. Donc on sait très bien que le virus, il cherche ça, et qu'une fois qu'il a obtenu satisfaction, il disparaît. C'est comme ça que les épidémies s'arrêtent. C'est-à-dire il n'y avait rien à l'époque pour arrêter les pestes. Et les Français n'ont pas disparu à l'époque du Moyen-Âge avec cette peste. À ce propos, Michel Onfray, vous avez rendu un hommage remarqué et très très clair à Didier Raoult et à son protocole. Pourquoi? Parce que vous avez eu la preuve vivante que ça marchait. Pourquoi? Écoutez, moi, à 28 ans, j'ai fait un infarctus à Argenton, où j'habitais en Normandie, et on a demandé à ce qu'un hélicoptère me conduise au CHU de Caen à une centaine de kilomètres. Il y avait du brouillard. C'était fin novembre, et on a dit on ne pourra pas vous conduire en hélicoptère, donc voilà. Et je suis tombé sur un jeune toubib par téléphone qui disait, enfin je l'avais pas moi en direct, mais je veux dire c'est mon médecin qui l'avait en direct, qui disait on a un protocole qu'on peut utiliser, il est dangereux, il n'est pas encore totalement validé, mais effectivement ça fluidifie la totalité du sang, donc ça limite les effets de votre infarctus, mais le risque c'est l'hémorragie. Et qu'est-ce que vous croyez que j'ai dit à ce moment-là? Je dis, oh non, je ne prends pas de risque, je préfère mourir d'un infarctus plutôt que de prendre le risque d'une hémorragie qui peut-être peut venir. Donc j'ai conclu à ce moment-là qu'effectivement, il y a des moments dans l'existence où il faut savoir prendre des risques, et que de fait, quand le professeur Raoult nous dit utiliser la Nivaquine, moi j'en ai pris la Nivaquine, c'est-à-dire à une époque quand j'allais en Afrique, c'est pas compliqué, on nous disait il faut en prendre 70 ans avant, Nivaquine, oui. Mais bien sûr, et puis après 15 jours on prenait aussi
ça, et puis bon, ben voilà, alors qu'il y a des effets secondaires, bien sûr qu'il y a toujours des effets secondaires, mais on préfère laisser mourir les gens d'hypothétiques effets secondaires en évitant de les soigner, alors qu'il nous dit, c'est pas n'importe qui ce monsieur, il a quand même des titres de noblesse, il nous dit que dès le départ, on peut arrêter la maladie. Alors après, on dit, mais ça ne marche pas. Quand on l'utilise à ce moment-là, il dit, mais bien sûr que ça ne marche pas, c'est trop tard. Il faut l'utiliser pour empêcher ce qui advient. Donc j'ai défendu cet homme en disant, mais il est un scientifique sérieux, de renommée planétaire, il nous dit des choses qui sont crédibles, on n'a pas à dire, mais attendez, est-ce que vous êtes bien sûr qu'il n'y aurait pas des morts à cause des effets secondaires? On dit, on y va. Et puis bien sûr qu'il y aura des morts des effets secondaires, mais il vaut mieux sauver des gens avec quelques morts dus à des effets secondaires que de tuer plein de gens en disant oui mais on n'a pas pris de risque. Bien sûr on n'a pas pris de risque mais on a tué des gens. Oui parce que surtout ce qui était frappant hier encore une fois, Édouard Philippe a dit écoutez, bon, il n'y a pas de vaccin, ça on le sait qu'il n'y a pas de vaccin, mais il dit pour le moment il n'y a aucun protocole, alors que Emmanuel Macron est allé voir Raoult pendant 3 heures, alors qu'on a discuté, mais au moins effectivement ce que disait dans mon émission des médecins généralistes et autres, il dit mais laissez-nous prescrire, laissez-nous exercer notre métier de médecin avec des gens qu'on voit tous les jours et on ne va pas les laisser crever. Alors peut-être que ça ne marche pas tous les coups ce que vous dites, mais voilà. Non mais vous avez raison, c'est le jacobinisme français. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui, dans un bureau, signe un papier en disant « interdit pour toute la France ». Point à la ligne. Qui est ce type? On ne sait pas. Est-il compétent? Est-il incompétent? Est-il impliqué dans le complexe industriel et pharmaceutique? Parce que c'est aussi important, les décisions que ces gens-là prennent. On a vu avec Mme Buzyn. Quand cette dame et son mari sont impliqués dans un grand dispositif qui permet de rapporter beaucoup d'argent en utilisant la pharmacie, donc la maladie, on ne peut pas avoir forcément des décisions saines, si je puis me permettre le mot. Donc il y a un moment donné où effectivement il faut repartir à la base en disant mais on a un talent fou chez un tas de médecins qui sont capables d'appréhender les situations et de dire on prend des risques. Moi j'ai été diagnostiqué au Covid pendant quelques jours. En fait c'était pas ça, c'était une dingue que j'avais ramenée de Martinique, une maladie tropicale. Il se fait que mon médecin a dit mais écoutez moi on va traiter ça avec le protocole de Raoult. Bon ça s'est pas fait parce qu'on a découvert que c'était pas ça. Que c'était pas ça, oui. Mais de fait il faut laisser les médecins faire. Et il m'a dit vous avez eu des antécédents cardiaques, je viens de les raconter. Il me dit donc on fera attention avec des électrocardiogrammes au départ pour voir comment ça se passe. Puis si ça se passe pas bien on arrêtera. Puis voilà. Donc c'était maîtrisable ce processus du docteur Raoult par des médecins qui sont des médecins de campagne, des médecins de province. Et quand je le dis, c'est avec affection. Chacun sait que pour moi, province et campagne. Et donc, et on les considère comme les ploucs. Hier, j'ai eu 2 médecins de campagne, ils disaient arrêtez de nous considérer comme des ploucs. Enfin, les grands bureaucrates parisiens de la médecine, quoi. Mais bien sûr, vous avez tellement raison que moi j'ai entendu à un moment donné sur un plateau de télévision quelqu'un dire que le professeur Raoult travaillait loin de Paris. Tout était dit, quoi. Vous vous rendez compte, alors évidemment, ce type n'était pas en faveur du docteur Raoult. Et il nous disait en gros que l'un des arguments contre le docteur Raoult, c'est qu'il était à Marseille. Vous vous rendez compte, il n'est quasiment pas en France. Ce type n'était pas à Paris. Je me suis dit, mais d'un seul coup, le diable est dans les détails, on découvrait que ce qu'on reprochait à ce monsieur, c'était presque ses cheveux, la longueur de ses cheveux, c'était son franc-parler, c'était le fait qu'il tranche un petit peu sur tous ces gens qui ont des légions d'honneur et qui sont des présidents de ceci, des directeurs de cela, des patrons de la médecine nationale, des représentants de l'ordre, enfin de l'ordre des médecins. Et dans l'ordre des médecins, il y a ordre, quoi. Ces gens-là sont aux ordres. Et oui, Michel Onfray, restez avec nous. Après quelques infos, nous nous retrouvons pour continuer au fond. Merci. Et nous verrons bien ce qui va se passer le 7 mai, le 11 mai. Mais on verra bien ce qui va se passer avec vous, auditeurs de Sud Radio, avec vous les Français, et avec Michel Onfray, avec qui on est. Je voudrais, Michel Onfray, dites-moi ce que vous pensez, je dirais pas au niveau sanitaire, on a beaucoup parlé, de cette notion d'hier, mais pas seulement d'hier. En fait, de ce que signifie pour vous, je dirais, éthiquement, philosophiquement et comportementalement, confinement, déconfinement. Parce que hier, c'était formidable. Il disait, attention, on déconfine pas, mais on déconfine, mais si vous faites les cons, on déconfine pas. Quel est votre sentiment ? Le confinement, c'est protéger et se protéger. Le déconfinement, c'est exposer et s'exposer.
c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire, on sait très bien que si on reste confiné chez soi, on ne rencontrera pas d'occasion de se contaminer, et que si on sort, eh bien évidemment, plus on sort, plus on s'expose, plus on contamine, plus on risque de se faire contaminer, et quand on est soi-même contaminé. Et donc c'est une espèce de dialectique extrêmement simple. Le virus connaît les frontières, et contrairement à ce qu'on nous dit, et de fait, si on est confiné chez soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans les frontières de sa maison ou de son appartement, eh bien, on peut contenir le virus. Oui, mais vous voyez bien qu'on vous dit, oui, mais attendez, si on reste confiné, la France, c'est vrai, économiquement et autres, elle s'effondre. Comment les gens doivent retourner au boulot? Oui, alors après, ça c'est un autre argument. C'est-à-dire que c'est un peu ce qui distingue probablement la droite de la gauche. La gauche dit, effectivement, ils ont le souci de la santé publique et du bien-être des gens. Et puis après, l'économie, ça suivra. Et puis la droite nous dit non, d'abord l'économie. Et si on doit exposer les gens, tant pis. Et on voit bien que le gouvernement de droite, que de Macron est un gouvernement de droite, que le Parti socialiste est un parti de droite, et que tous les maastrichtiens nous disent mais il faut que la machine économique reparte. Alors comme évidemment on peut pas être cynique en disant il faut que la machine économique reparte, on fait dans le larmoyant et on dit il faut que les enfants retournent à l'école. Vous pensez bien, les pauvres petits qui sont dans la fracture numérique en province et qui ne peuvent pas suivre leur cours parce que Internet ne passe pas, qu'ils n'ont pas le haut débit, les enfants de classe modeste avec des parents qui ne peuvent pas les aider. C'est bien la première fois que ces gens-là ont le souci des enfants des classes modestes, ont le souci de la fracture numérique dans les campagnes. Ça, c'est effectivement le cache-sexe. C'est le prétexte qu'on donne pour dire il faut rescolariser les enfants. Non, si vous rescolarisez les enfants, vous contraignez les parents à ne plus pouvoir dire qu'ils gardent leurs enfants, donc à devoir reprendre le travail. C'est clairement... compliqué, Michel Onfray. En même temps, il y a 9 millions de chômeurs partiels, et en ce moment, c'est pas évident. Je reconnais que c'est pas évident. Je sais pas si c'est... Moi, j'ai connu des gens qui avaient connu la guerre et qui me disaient mais il n'y a jamais d'argent quand il s'agit d'augmenter les salaires. Et vous voyez bien que quand il s'agissait de donner quelques centimes aux gens qui avaient le SMIC, ces gouvernements-là, droite et gauche confondus, tous les gouvernements maastrichtiens nous disaient il n'est pas question qu'on augmente le SMIC, on n'a pas d'argent. Fillon qui nous disait d'ailleurs à une époque que la France était en faillite. Et d'un seul coup, quand il faut trouver de l'argent pour aller, mais par exemple même en même temps, c'est-à-dire quand il fallait trouver de l'argent pour aller bombarder en Syrie, juste pour dire qu'on était du côté des gens qui bombardaient la Syrie, là on trouvait des milliards pour bombarder les pays. Là regardez, quand il s'agit d'injecter de l'argent, on trouve de l'argent. On trouve de l'argent. Là, on a injecté 300 milliards pour aider les entreprises. Et bien, si on les a injectés, c'est qu'on les avait. Si on les avait, ça veut dire qu'on aurait pu, avant la pandémie, les utiliser à des fins sociales, par exemple, construire des hôpitaux qui auraient été susceptibles d'accueillir des gens et de réduire la mortalité. Michel Onfray, on les a pas, on fabrique la planche à billets, vous le savez très bien. Mais c'est un autre problème, ça, on en reparlera de ça. Non, c'est le vrai problème, parce que la planche à billets, elle existe aussi avant la pandémie. Ça, c'est vrai. C'est vrai. On va demander aux auditeurs de Sud Radio ce qu'ils en pensent. À vous la parole, Jean-Marie Bordry. 0826 300 300. Yves nous appelle de Paris sur Sud Radio. Oui, bonjour Yves. Oui, bonjour André Berkoff, bonjour à toute l'équipe et bonjour à Michel Onfray que personnellement je suis depuis l'Université populaire de Caen. Donc c'est un peu vieux maintenant. Et donc j'ai le dernier bouquin sur sagesse dans ma liste des livres à lire là, qui est à côté de moi, qui commence à grandir. J'achète plus que je lis en fait. Je suis un vrai consommateur. Bref. C'est bien. En fait, j'ai une question. Alors, dites-moi. J'ai une question pour Michel Onfray parce que j'entends Michel Onfray et pas que lui d'ailleurs, quelques intellectuels comme Cotta, comme d'autres, qui ont pris conscience depuis quelques années maintenant du problème de l'Europe, de cette Europe-là, du problème de ces gens hors sol qui nous gouvernent ou qui se prétendent gouvernants, et on fait tous à peu près le même constat, on fait tous la même analyse à peu près, et derrière, ce que je vois pas par contre, c'est émerger un espèce de porte-étendard, un porte-étendard politique, j'entends, c'est-à-dire la chose publique. J'entends politique, c'est un noble terme. Donc un porte-étendard qui serait capable de fédérer un petit peu, je parle pas de fédéralisme européen, mais de fédérer les idées, et je parle bien d'idées, d'idéologie même presque,
d'idées autour de ce sujet qui est la souveraineté républicaine, la souveraineté de la nation, la culture du peuple, la culture au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il faut recultiver le peuple, lui donner les moyens d'accéder à la connaissance, à la compréhension. Et voilà. Et votre question, c'est quoi, Michel Onfray, c'est quoi votre question? Alors Michel Onfray, est-ce qu'il voit quelqu'un qui serait capable de fédérer, d'avoir ce rôle de fédérateur? Sinon, qu'est-ce qu'il en pense? Comment il voit les choses d'un point de vue un peu concret aussi? Concret, voilà. C'est clair. Michel Onfray, à vous. Alors moi, il y a une date de naissance à mon opposition à l'Europe, c'est 1992, donc c'est facile à vérifier, c'est-à-dire que j'ai voté non au traité de Maastricht, et tout s'est joué là. Donc il y a ceux qui ont voté oui, et il y a ceux qui ont voté non. Voter oui au traité de Maastricht, c'était supprimer la souveraineté de la France et rendre possible un libéralisme déchaîné sur le terrain européen. Un libéralisme qui voulait de toute façon constituer un État universel qui se veut le gouvernement planétaire de Jacques Attali d'Alain Minc, c'est-à-dire la gestion du capital par les capitalistes eux-mêmes, et pour ce faire, il fallait évincer les peuples. Donc moi, depuis 92, je dénonce ça. Et je n'ai cessé de le faire, j'ai dit que j'étais souverainiste, j'ai dit que j'étais populiste, ça m'a valu beaucoup d'insultes, mais c'est assez visible. Nous venons d'en parler avec André Berkoff, je lance avec mon ami Stéphane Simon une revue qui s'appelle justement Front Populaire, et qui essaie de répondre à la question de monsieur, c'est-à-dire effectivement comment peut-on fédérer les souverainistes des deux bords en disant il y en a marre de l'opposition entre droite et gauche, parce que quand il s'agit de la droite libérale et de la gauche libérale, ils s'entendent très bien pour détruire les peuples. Eh bien, il faut que la droite antilibérale et la gauche antilibérale se réunissent, et qu'elles se réunissent au-dessus des partis, au-delà des partis. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas que nous roulions pour Mélenchon, qui d'ailleurs avait voté oui à Maastricht et a défendu Maastricht pendant les 20 années où il a été sénateur socialiste. Il ne faut quand même pas oublier ce genre de choses. Et je pense qu'il faut d'abord fédérer les idées, et ensuite la question du personnage arrive. C'est-à-dire il ne faut pas dire il nous faut un homme providentiel, être bonapartiste ou césarien en disant si il y aurait, je ne sais pas, moi j'ai dit n'importe quoi, mais le général de Villiers ce serait formidable. Je ne crois pas à cette hypothèse. Je crois en revanche à la plateforme que nous allons faire avec Front Populaire, qui va faire surgir des idées, et éventuellement après qui ferait surgir une candidature issue de la société civile. Non pas un comique, non pas un guignol, mais non pas un nouveau Coluche, non pas un Yves Montand ou je ne sais quoi, mais quelqu'un qui aurait une espèce de crédibilité pour porter un projet qui serait vraiment populaire. Mais la question, on dit aujourd'hui, vous, Michel Onfray, vous ne voyez personne. Je veux dire, on voit bien la plateforme, et vous avez raison de le dire. Il faut partir en tout cas d'un corpus, et c'est clair. Mais vous ne voyez personne aujourd'hui, vous, enfin personne, ou un groupe de personnes qui peuvent porter le flambeau, ce flambeau-là. Non, parce que je vous dis, si vous avez cette ligne de partage, les gens qui ont voté oui à Maastricht, vous avez déjà les 3/4 du personnel politique. Et puis, si vous gardez ce quart restant, vous voyez que ces gens-là, finalement, ils finissent toujours par se rallier à Macron. C'est-à-dire, globalement, ils finissent toujours par vous dire qu'il y aura Marine Le Pen et puis Macron, et qu'ils vont se mettre une pince à linge sur le nez, aurait dit Strauss-Kahn en son temps, ou alors je ne vais pas voter pour Macron mais contre Marine Le Pen. Globalement, ils finissent tous par voter pour le système. Donc je dis que les gens n'ont assez du système politique, parce que globalement on se retrouve toujours avec un deuxième tour des présidentielles où on a le diable et le bon Dieu, le choix entre le diable et le bon Dieu. Moi je pense vraiment qu'on peut trouver quelqu'un dont on ne connaît pas le nom aujourd'hui, qu'on n'aurait pas vu sur des plateaux de télévision, simplement qui surgirait, qui aurait une espèce de probité. On a vu Édouard Philippe hier citer les vertus des Romains. Eh bien, on pourrait avoir quelqu'un dont la probité serait visible et qui pourrait devenir le candidat d'un peuple qui se serait choisi, ce candidat. Voilà, reste à trouver l'incarnation. Merci Yves. Un autre auditeur, Jean-Marie. Oui, 0826 300 300. Lionel nous appelle de Périgueux. Oui, bonjour Lionel. Bonjour André. Bonjour. Je vais faire très court comme la dernière fois. J'avais déjà parlé comment se déconfiner d'une manière sereine, que chaque être humain, nous possédons tous les pouvoirs parce que nous sommes présidents de notre propre République, Premier ministre, député, sénateur de notre propre République, de notre propre corps, si tu vois ce que je veux dire. Donc nous sommes notre propre maître. Et à ce moment-là, on peut modifier une société d'une manière extrêmement simple. On peut faire une révolution d'une manière très facile, d'une manière sanitaire. Je t'avais déjà dit que pour combattre le coronavirus, il y a au niveau du système auto-immun, au niveau du corps, il y a 3 éléments qu'il ne faut pas ingérer, mais notamment le lait de vache, le lait, beurre, yaourt, crème fraîche et fromage. On dit ça, je vous rappelle. Ça ouvrait donc la porte au virus, d'accord.
Et comme ça ouvre la porte au virus, eh bien, on le chope. Et si on continue à consommer du lait et du blé qui est inflammatoire et du sucre, parce que ce sont 3 aliments immunodépresseurs, ça encrasse les globules blancs, et ce qui fait qu'en sorte, le virus, il rentre. Si on ne consomme pas le lait de vache, les produits laitiers, le blé et le sucre, eh bien, on a un système auto-immun très performant et on n'attrape pas le coronavirus. Ça, c'est le premier élément. Et si on ne consomme pas ces 3 aliments, André, écoute bien, non seulement tu renforces le système auto-immun, c'est une vaccination de facto au niveau auto-immun, mais en plus, il n'y a pas de lait dans la consommation humaine, de blé et de sucre. Tu ruines tout ce qui est agroalimentaire en laitage, en blé qui est toxique et le sucre qui est dangereux. À ce moment-là, la population française ne tombe plus jamais malade, ne voit plus voir son médecin, on renfloue la sécurité sociale. C'est une révolution citoyenne qui passe par l'alimentation, comme disait le docteur Signalé, l'alimentation ou la 3e médecine. Je le dis en long, large et travers, personne ne m'écoute. Oui, mais que toi, André, tu as promis de faire court, reste court, tu l'as dit, c'est très bien. Moi, je voudrais demander au Normand qui est Michel Onfray, comment il réagit à la disparition voulue par Lionel, et c'est son droit, absolument, du blé, du sucre et du lait. Il y a quelque chose de juste dans le fait de dire que on travaille à notre santé, ou au défaut de notre santé, en mangeant ce qu'on mange. Ça paraît évident qu'effectivement, il y a des produits éminemment toxiques. Et je partage cette idée que le sucre est éminemment toxique. Par exemple, les Américains qui avaient du Coca-Cola et du ketchup à nous vendre, et qui mettent du sucre à peu près dans tout ce qu'ils fabriquent, nous ont vendu le sucre comme formidable parce que c'est addictif. Donc comme c'est addictif, on achète. Donc on fait des bénéfices, on permet à ces gens-là de faire des bénéfices. Et on disait, le gras, en revanche, c'est une catastrophe. Il y a un régime cétogène, qu'on appelle cétogène, qui fait la démonstration que c'était très exactement l'inverse. Que si nous ingérons des graisses, nous les transformons en sucre et on peut faire fonctionner donc son corps et notamment son cerveau, et qu'il n'y a aucun problème à manger du gras. Simplement, il faut arrêter de manger du sucre. Donc oui, monsieur a raison de dire effectivement qu'en arrêtant le sucre, on permet à son... Et le lait, et le blé. Alors je sais qu'il y a du côté des laitages des gens qui estiment effectivement que c'est une catastrophe et qu'il faut arrêter tout ce qui est laitage. Là, j'ai pas d'argument sur ce terrain-là. Je pense qu'il y a parfois des effets de véganisme plus ou moins derrière tout ça. Je sais qu'il y a dans le lait que nous buvons quand nous sommes enfants, de quoi faire effectivement, de quoi constituer la bonne santé d'un enfant, et que par la suite, on ne peut plus, semble-t-il, digérer le lait, et qu'il faudrait arrêter quand on est adulte de manger tout ce qui est laitage, produits laitiers. Ce sont des hypothèses qui sont données. Bon, tout ça est à examiner, mais simplement le vrai problème, c'est d'éviter de dire que si on arrête le sucre et le lait, on ne chopera pas le coronavirus. C'est évidemment, on ne peut pas dire une chose comme ça. C'est-à-dire ce serait trop simple de dire que en mangeant ceci ou en ne mangeant pas cela, on n'a plus de cancer, on n'est plus victime des épidémies ou je ne sais quoi. Ça en revanche, c'est dangereux. Dire que effectivement l'homme est ce qu'il mange, c'est ce que disait Feuerbach, un philosophe important dont on parle pas assez, mais pour autant c'est trop simpliste de dire je sais pas quoi, arrêtez le foie gras et vous n'aurez plus jamais de cancer. Non, ça ne marche pas comme ça, hélas. En tout cas, Lionel, on vous promet, on fera une émission là-dessus sur le lait et le blé, docteur Seignelay. On fera une émission spéciale où on ira au fond des choses avec les pour et les contre. Merci à vous et à tout de suite, je crois, Jean-Marie. Mais oui, à tout de suite, si vous le voulez bien, hein, sauf si vous en avez assez, mais a priori, on est toujours ensemble jusqu'à 14h. Restez avec nous sur Sud Radio, vous continuez à nous appeler au 0826 300 300, on est ensemble avec André Berkoff jusqu'à 14h et avec Michel Onfray encore pour quelques minutes. À tout de suite sur Sud Radio. Et avec vous, auditeurs de Sud Radio, et avec Michel Onfray, voilà, on attend vos questions, vos cris et vos écrits. Et vos interrogations, notamment comme celle de Claude qui nous appelle de Neuilly au 0826 300 300. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que j'ai une très grande admiration pour Michel Onfray et pour vous également, cher Monsieur Berkoff. Mais j'ai un truc qui commence à m'énerver sérieusement sur les télévisions. C'est la succession de tous ces professeurs de médecine, de médecins qui ont l'air d'être attirés par les spots télévision comme des mouches, qui viennent nous dire des choses et leur contraire sans arrêt, notamment une infectiologue que je ne citerai pas
de l'hôpital Sainte-Anne qui fait tous les plateaux. Hier, j'ai fait 3 zappings sur 3 télés. Elle était là. Je sais pas comment elle fait. Elle doit en faire en direct, en différé. Elle était chez Barthès. En hologramme. En hologramme, elle était chez Barthès. Son seul leitmotiv, c'est de déglinguer le professeur Raoult. Mais on comprend pas. On se demande, à un moment donné, si tous ces professeurs, ces docteurs vont à l'hôpital. Il y a des moments, je comprends pas. Et j'ai vu votre intervention sur les labos, Monsieur Berkoff, que j'ai trouvé très pertinente, parce que c'est évident. Moi, j'ai ma compagne, elle a actuellement, depuis 2 ans, le tocilizumab, qui est donc le roi Actemra, en quelque sorte, qui est un traitement très efficace pour la polyarthrite rhumatoïde. Elle l'a en perfusion depuis 2 ans. Et c'est d'ailleurs le médecin qui est sur votre antenne qui m'en avait parlé un jour qu'ils étaient sur cette piste-là. Donc que ce tocilizumab serait efficace contre le Covid. Mais ce qu'on oublie de dire, par exemple, c'est que ce médicament, ma compagne, elle a une perfusion par mois. C'est 1400 € la perfusion. La perfusion. D'accord. Par perfusion, 1400 €. Oui. Voilà. Donc, quand on lui a donné ce traitement, évidemment, il y a eu un colloque de 4 médecins qui ont demandé ensuite l'acceptation du protocole par la Sécu. Alors que, évidemment, et puis en plus, ce truc que les médecins nous annoncent en ce moment, ils ont l'air tous d'être comme des fous, c'est pour la phase finale, parce que ils mettent ça en comparaison avec ce que fait le docteur Raoult, mais lui c'est au début, c'est pour casser le virus, et son traitement coûte 12 €. Bon, vous avez 12 € d'un côté et 1400 € la perfusion de l'autre. On se dit, mais c'est une bagarre de labo. On comprend plus rien à ce qui se passe. Alors, nous, les gens qui écoutons tout cela, ça nous fout une trouille terrible. On ne sait plus où on en est. C'est comme ce qui nous arrive d'Angleterre avec les enfants, là, qui viennent de détecter encore un nouveau truc. Alors, moi, je voulais savoir ce que Michel Onfray, notamment, pouvait penser de toute cette, tout cet embouteillage en télévision de médecins qui nous disent, ils font comme le gouvernement, ils nous disent bleu un jour, rouge un autre jour. Pour les masques, ça a été pareil, c'était pas dangereux, il fallait pas mettre de masque, les gants ça sert à rien. Maintenant c'est tout le contraire, on ne sait plus. Et vous savez, Claude, du temps de Molière, on les appelait Trissotins et Diafoirus. Hein, c'est pas très très nouveau tout ça. Michel Onfray. Oui, Michel Onfray, il n'y avait pas de télévision à l'époque, mais enfin, que pensez-vous alors de cet extraordinaire exhibitionnisme médiatique du matin au soir, du soir au matin? Bon, on les oblige pas, on les invite, bien sûr, coronavirus oblige, mais enfin, c'est vrai qu'on entend tout et son contraire, comme dit Claude. Michel Onfray. Oui, mais moi je souscris à tout ce que Claude a dit, tout est juste. Et c'est le fonctionnement des chaînes d'infos continues qui est à mettre en cause. Parce qu'effectivement, quand vous avez un journal le midi, un journal le soir, vous pouvez n'inviter qu'une personne, voire inviter 2 qui permettent un débat contradictoire. Si vous êtes 24 heures sur 24 en train de donner de l'information, la nuit et un peu de la journée qu'on redébite, il vous faut faire des plateaux. Alors jadis, quand il n'y avait pas cette espèce de distanciation sociale, comme on dit maintenant, on bourrait des gens sur les plateaux. C'est-à-dire, moi j'ai vu des plateaux, par exemple Frédéric Tadei, il y avait parfois 8 personnes sur un plateau pour 1 heure. Et donc on se dit, mais on ne peut pas parler. C'est évident qu'on ne peut pas parler. Si vous divisez le temps de parole par le nombre d'individus, ceux qui prennent la parole et ceux qui ne la prennent pas, ceux qui la prennent quand on leur donne, etc., c'est la foire d'empoigne et il ne sort aucune vérité, à l'évidence. Bergson a dit quelque chose d'assez juste sur la médecine, ça a été repris ensuite par Canguilhem et un autre philosophe qui s'appelle Canguilhem, à qui tout le monde attribue cette citation, mais Bergson disait, la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences. C'est un art au carrefour de plusieurs sciences. C'est-à-dire, c'est pas une science à proprement parler qui nous permettrait de dire il y a ceci ou il y a cela. J'ai raconté dans un livre que j'ai fait un AVC et que 5 médecins sont passés à côté. J'ai dit récemment, effectivement, que j'avais été diagnostiqué positif au Covid alors que c'était une maladie tropicale. Donc, c'est normal que les médecins se trompent. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils disent qu'ils ne se sont pas trompés. Hein. Mais c'est normal qu'ils se trompent parce qu'effectivement, c'est un art. Alors, plusieurs sciences, bien sûr. Il y a des sciences diverses et multiples. Il y a la physique, il y a la chimie, il y a l'embryologie, il y a tout ce qu'on voudra. Mais tout dépend de l'artiste, effectivement. Vous avez des gens qui ont le nez
Et c'est le cas, par exemple, de Raoult, et puis des gens qui ne l'ont pas, des gens qui ont l'instinct, et d'autres qui ne l'ont pas. Et on voit bien pourquoi, effectivement, Raoult se fait attaquer par des gens qui, eux, sont de l'autre côté de la barrière. Parce que monsieur Claude avait raison tout à l'heure, en disant qu'effectivement, il y a d'un côté un traitement pas cher et efficace, mais de l'autre côté, un traitement très cher. Qu'est-ce qui justifie Pardon. La manne céleste, effectivement, et la manne d'un certain nombre de labos. Les labos, effectivement, on en a besoin parce qu'ils financent les recherches. Mais en même temps, quand t'es médecin, non. Juste un mot là-dessus, il faut se rappeler que la loi, et on l'oublie, ça interdit à un médecin de commenter, qui émarge ou qui est membre d'un conseil d'administration d'un laboratoire ou d'une entreprise pharmaceutique, il lui est formellement interdit à la télévision, à la radio ou dans les médias de parler d'un autre produit concurrent. C'est totalement interdit par la loi. C'est dans la loi, on l'oublie tout à fait en ce moment. Un autre auditeur, Jean-Marie. Merci, Claude. Absolument. Charles nous appelle de Paris au 0826 300 300 et voudrait poser une question à Michel Onfray. Oui, bonjour Charles. Bonjour M. Berkov, bonjour Michel Onfray. Voilà, je vous écoute parler, j'ai fait un petit peu de philosophie dans le temps. Je pensais à Aristote qui disait que la politique était la science architectonique. Et je pense que les politiques pourraient s'inspirer de cette phrase. Donc qui rassemble toutes les sciences, qui englobe toutes les sciences, l'écologie, l'économie, etc. Oui, Michel Onfray, vous parlez de faire de mettre ensemble, disons, les populistes de droite, les populistes de gauche. C'est à peu près ce que j'ai compris pour parler de l'évolution de la société et de faire sortir quelqu'un qui pourrait changer les choses. Oui. Il y a une chose qui me dérange, mais j'ai l'impression que les gens de gauche voient la droite comme quelque chose à combattre, alors que les pensées de droite et les pensées de gauche, pour moi, sont inhérentes, si vous voulez, au monde vivant. Enfin, il y a même ils ont fait un test dans les pays anglo-saxons où ils ont pris des gens qui étaient de droite ou de gauche et on leur a demandé de résoudre un problème. Et ils se sont rendus compte que les gens de gauche, ça faisait fonctionner des parties du cerveau qui étaient différents des gens de droite pour résoudre le même problème. Et en fait, à un moment donné, vous allez vous trouver devant des problèmes concrets où il va y avoir une opposition. Mais vous voulez dire quoi, Claude? Charles, vous voulez dire quoi par rapport à ça? La question que vous voulez poser, c'est quoi? Vous voulez dire qu'il faut dépasser la droite et la gauche par rapport à ce que disait Michel Onfray? Je pense que la question, c'est comment dépasser comment être à l'écoute de la personne qui n'est pas d'accord avec vous. Enfin, comment... D'accord, voilà. Comment être à l'écoute, évidemment. Ne pas se cantonner, ne pas se barricader derrière telle ou telle étiquette, alors qu'effectivement le vivant est au-delà de toute étiquette. Je traduis votre pensée, Charles? C'est ça, c'est à peu près ça. D'accord. Ça devrait. D'accord. Michel Onfray. Oui. D'accord. Michel Onfray, effectivement. Michel Onfray, effectivement, non, mais c'est un vrai problème parce que je dis pas que droite et gauche c'est fini, mais on voit très bien que la droite telle qu'elle existe aujourd'hui, et la gauche telle qu'elle existe aussi, et vous le savez très bien, vous l'avez dit suffisamment, n'a plus aucun sens. Je veux dire dans la manière dont on l'exerce. Je veux pas dire que droite et gauche c'est la même chose, mais les gens qui l'incarnent aujourd'hui ne sont plus du tout, comme vous le savez, dans le même moule. Alors comment on fait pour rassembler en fait, c'est ça ce que demandait Charles. Oui. Alors, bon, moi d'abord, je pense pas qu'il y ait une biologie des engagements politiques. Il y a pas, on peut pas aller chercher dans le cerveau ce qui fait qu'on serait de droite ou qu'on serait de gauche. Je pense que il y a Max Weber avait inventé deux concepts extrêmement intéressants, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, il faudrait, l'idéal c'est ceci, c'est cela, puis l'éthique de responsabilité, c'est on est au pouvoir, c'est pas si simple que ça. Et donc, souvent, la gauche est dans l'éthique de conviction. C'est formidable, les idées, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela, on va changer l'homme, on va changer l'humanité, on va changer la société, etc. Et puis on peut dire, vous vous y prenez comment? C'est pas toujours facile. Oui, d'accord. Et puis la droite dit, mais non, mais il y a que la responsabilité, il faut être actif, il faut être au pouvoir, il faut avoir les mains dans le cambouis, etc. Et l'idéal, tant pis, quoi. Donc effectivement, l'idéal, ce serait d'être un homme qui tient en même temps l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. C'est faisable. C'est faisable. Il suffit juste de dire que quand on pense,
Il faut juste associer cette idée du comment va-t-on faire pour ce que l'on pense d'abord soit validé et ensuite praticable. Ça sert à rien d'avoir des idées impraticables. Et les idées, c'est bien, elles viennent souvent de la gauche, mais le caractère pratique des idées, ça vient souvent de la droite. Il faut les deux, c'est tout. C'est-à-dire quelqu'un qui n'aurait que des idées impraticables ou quelqu'un qui bricolerait uniquement dans le pragmatisme le plus total, mais sans cap, ça n'aurait pas de sens non plus. Donc réunir droite et gauche, c'est dire ayez l'éthique de conviction de la gauche, mais en même temps, ayez l'éthique de responsabilité de la droite, et ça devrait pouvoir permettre de marcher sur ces deux jambes. Fonctionner. Merci Michel Onfray, et bonne chance au Front Populaire, hein, bien sûr. Merci à vous Michel Onfray d'être intervenu sur Sud Radio. Le Front Populaire, effectivement, c'est la revue, ou alors le MOOC, en tout cas la revue qui sera lancée bientôt par Michel Onfray. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio.